pour ceux qui veulent faire une remarque, poser une question, il faut manifester en levant la main. Donc, voilà, il y a des personnes ici. Ouais. Pardon? Il y a une question là. Merci. Bonjour monsieur, je voulais vous faire part d'un événement de l'actualité qui était très récent, c'est l'affaire Renault, où une personne, un corbeau, a envoyé grâce à un ordinateur 4 ou 5 lettres, il me semble, qui ont été postées par voie physique à des hautes responsables de l'entreprise. Et à travers des dénonciations qui étaient fausses, il y a eu ensuite des retours qui ont été apportés sur des cadres qui ont été licenciés. Et du coup, je trouvais très intéressant de mettre ça en parallèle à ce que vous expliquiez, c'est-à-dire l'information qui prend un pouvoir et qui a des conséquences sur le réel. Voilà, c'était pour ça que je tenais à vous faire part de ceci. je n'ai pas de théorie en l'occurrence sur ce qui se passe chez mais ça rejoint c'est des publicités, des publications qui évoquaient Bernard, de privé, public. Dans la foulée, j'ai vu qu'il y avait également un 4e cadre qui avait été licencié au niveau du marketing il y a 2-3 ans, qui, grâce à cette affaire, entre guillemets, des 3 cadres remerciés pour de mauvaises raisons, visiblement, peut refaire jouer son cas à la lumière des derniers événements, alors que lui était tout seul depuis 2 ans et demi à ramer parce qu'il est victime d'un discrédit. Il n'y a pas de fumée sans feu quand on quitte le groupe Renault des directeurs du marketing, qui est accusé à tort vraisemblablement de certains délits ou crimes. C'est difficile de reconstruire sa vie, comme il l'a témoigné récemment, je crois, dans la presse. Donc effectivement, non, il est au milieu professionnel, mais ça rajeunit au niveau public, c'est des questions de sphère publique, privée. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je vous remercie de signaler le lien entre cette affaire et ce dont nous parlons, parce que c'est absolument fondamental de bien faire ce lien. Et ce qui m'étonne le plus, outre l'attitude de M. Ghosn, etc., qu'on a pu observer, cette espèce de quand même étonnante absence finalement d'expression de quelque. Je n'ai pas vu quelconque honte de la part de ce monsieur. Bon, peut-être que ça m'a échappé, je ne regarde pas beaucoup la télévision, mais pas du tout. Mais en tout cas, ce qui m'étonne beaucoup, moi, après cela, mais aussi l'affaire des gens qui ont été virés parce que Facebook avait permis à leurs employeurs de les accuser d'avoir médit de leur propre leur propre employeur, etc. Et tant d'innombrables autres choses. Parce que ce que je trouve face à tout ça absolument incroyable, c'est la totale absence de débat public dans les sphères politiques sur ce sujet. On a l'impression que de toute façon ça n'appartient pas, que ça. Précisément, je ne veux pas lourdement revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais on a affaire à la sphère publique en tant que profession. Et donc, si on a des gens qui sont par exemple candidats aux élections présidentielles à venir, si on rien n'ira là-dessus, je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce que l'avenir de la res publica, de la chose publique, c'est technologie publique. Mais c'est comme en France, aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, il y a des débats. Mais en France, surtout, en tout cas, je dirais, surtout en France, c'est aussi un petit peu différent de l'Angleterre. Il n'y a pas de débat. C'est absolument rien. Et c'est quelque chose d'absolument étonnant. Alors, il y a des débats, si, sur justement comment on va utiliser ces technologies pour que les transports publics soient plus efficients, etc. C'est pas ça, monsieur.
Comment on va créer des services, par exemple, etc. Et alors du service public ou privé. Bon. Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, ce sont des questions très, très importantes. Mais c'est la nature même de la chose publique, c'est-à-dire de la citoyenneté, de la représentativité politique, qui est en jeu de ce que nous appelons l'individuation collective. Et il n'y a aucun débat. Alors, il y a des raisons à ça, je ne veux pas dresser des actes d'accusation contre. J'ai commencé en disant moi-même, d'ailleurs, c'est extrêmement compliqué ces sujets, c'est extrêmement difficile. Bon. Mais alors, c'est évident que c'est très, très, très difficile d'en parler à la télévision dans un contexte où vous avez 3 minutes pour glisser, 3 secondes pour glisser une petite phrase. J'en suis bien conscient, mais d'abord, il y a d'autres enceintes que la télévision où on peut avoir des débats politiques, alors il y a des partis politiques dans lesquels, moi, à ma connaissance, il n'y a rien. Il y a des trucs, bien entendu, mais ça n'est que comment on va créer du service, de l'activité économique, améliorer les services aux touristes, je ne sais pas quoi, négocier des périodes de cours. Ça, c'est pas du tout important. C'est important, bien entendu, mais c'est pas que ça. Il s'agit de la vie publique, de la vie privée, du rapport entre le privé intime et le privé initiative économique. C'est ça qui est le sujet. Ça, personne n'en parle. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Oui, pardon, personne n'en parle, mais tout le monde le vit, en ce sens que des jeunes... Il faut un micro pour En ce sens qu'aujourd'hui, les jeunes qui... Oui, on dit personne n'en parle, mais tout le monde le vit, parce que dans la vie professionnelle, toute personne qui se présente dans une entreprise, les DRH ont commencé par essayer de décortiquer toutes les traces qu'ils pourraient trouver. Et les jeunes aujourd'hui sont en train d'essayer de trouver des pseudos parce qu'ils sont en train d'essayer de se protéger. C'est donc le problème de la traçabilité de la sphère à travers des technologies dont on se sert, enfin dont les gens de pouvoir se servent pour vous suivre à tout instant. Moi, je suis assez intéressé par ces questions à titre personnel et évidemment à titre professionnel, puisque je lui parlais de traces numériques. Je disais que quand je disais regarder la subjectivité du territoire vécu et que je pensais qu'on pouvait dégager autre chose qu'une simple somme d'individualité. Et notamment, je donne un exemple d'opération détourner des blocs pour s'exprimer collectivement sur des lieux communs, et que je disais c'est quoi la vie dans sa tribu qu'on peut dessiner. J'ai quand même des réactions à la fois pour mes deux éminents voisins, sans prétendre être à leur niveau, ou des précisions. Je vais commencer très rapidement par réagir sur ce que vous dites. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a une chose que Christian Faure avait échangé sur Skype à ce niveau-là, sur ces dynamiques en fait, d'expression. Il y a ce qu'on appelle le problème de la maîtrise de l'extimité, donc le problème de ce que je montre de mon intimité à l'extérieur. Le problème est perçu de manière très différente, peut-être même dans des dynamiques générationnelles. Ma nièce alimente son mur Facebook 2 à 4 fois par jour, mais avec les petits mots que lui mettent les copines, ça fait entre 10 et 15 statuts par jour. Ce sont des personnes qu'elle voit physiquement tout le temps, c'est très très bon enfant. Elle maîtrise pas mal sa photo de profil en la bidouillant sur un service en ligne où elle n'a pas besoin de connaître Photoshop pour se faire très mignonne en noir et blanc. Elle a pris une petite paye quand elle a fait allusion à une cigarette fumée après la douche, alors que sa mère ne savait pas qu'elle fumait. Mais finalement, elle le savait un peu, puisqu'elle faisait attention déjà à sa marque de profil et tout. On a un gros problème de mémoire des réseaux, on a un gros problème quand des gens se googlisent les uns les autres et arrivent à l'entretien de recrutement avec la photo de la cuite prise la veille, même pas par eux-mêmes, par le copain avec le mobile, qui des fois voit même pas mal, parce que c'est rigolo sur le mur, et que c'est normal que le mur est public. Et ça concerne 1 million de personnes, 1 demi-milliard de personnes rien que sur Facebook. Mais ceux qui n'utilisent pas Facebook disent « Oh !» Mais ceux qui savent l'utiliser, eux, par contre, utilisent aussi cette extimité pour trouver des amis, trouver du boulot, trouver des alliés, réseauter, s'adapter en milieu instable avec des micro-tactiques, parce que quand mon père et mon arrière-grand-père, je suis désolé, c'est un point de vue très personnel, étaient boulangers et qu'on était dans la boulangerie, il y avait de grandes chances, encore il y a très peu de temps qu'on n'a pas de guerre sur la durée, très peu de chances qu'il fasse autre chose que boulanger ou quelque chose dans la famille Là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? Combien d'employeurs je vais avoir dans les 10 prochaines années? Le temps que je finisse mes diplômes, l'écosystème économique aura changé. Comment je vais m'adapter? Moi, ce que je vois, en fait, c'est une impression de pratique, de micro-tactique, d'adaptation
en temps réel, où on est les capteurs les uns des autres. Une chose qui m'a beaucoup surpris en étant invité à Bamako par Sylvain Maire du réseau correspondant.org, qui travaille beaucoup sur les usages émergents des TIC dans les pays en développement, c'est que ce qu'on m'avait dit sur le nombre de portables et l'appropriation d'usage de téléphones portables dans des villes qui n'ont pas forcément d'infrastructure basique de survie avec l'eau potable est vrai. C'est-à-dire que savoir où il y a de l'électricité, savoir où il y a de l'eau, quand c'est incertain, c'est très important. Alors, il vaut mieux avoir de l'eau potable partout, c'est vrai. Et aujourd'hui, il n'y a pas de boulot partout. Aujourd'hui, il n'y a pas de la certitude partout. Mais aujourd'hui, il y en a qui s'adaptent à ça. Et ils s'adaptent aussi avec des dynamiques agiles, collectives. Donc, il faut, attention, éviter une chose, c'est que c'est certainement intéressant d'avoir cette approche en tension pour bien se rendre compte qu'en ce moment, il se passe quelque chose d'important. Et à mon avis, c'est quelque chose, sans avoir lu en profondeur les travaux des uns et des autres, qui n'est pas sans incidence profonde au niveau cognitif, au niveau culturel, etc., dans la perception du temps, dans l'économie de l'attention. Mais il faut faire attention à ne pas le diaboliser. Aujourd'hui, on a un vrai problème qui est qu'il n'y a pas très peu de choix. Si vous voulez gratuitement avoir la puissance de feu d'une entreprise en diffusant images, sons et vidéos, vous passez sous les fourches codines une plateforme de partage dont l'objectif est le monitoring panoptique des données. D'accord? Est-ce qu'il doit y avoir une alternative? Probablement. À Rennes, l'association Bug, encouragée par la ville, il y a un réseau social local, géolocalisé, anonyme, avec garantie de non-revente de vos données. Il n'y a pas le tiers picard des Rennais qui sont en Facebook, mais vous avez le choix. Vous pouvez vous mettre dans la ruche. Vous avez un fil RSS de vos actus, vous pouvez publier des données sans être une assoce, sans droit d'entrée. C'est subventionné. Il y a une carte, une version mobile, une version réalité augmentée, des réunions physiques. Le dernier, c'était sur justement les TIC en Afrique. Le prochain, c'est sur je crois, les problèmes d'assistance aux malades. Mais ça, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas au niveau planétaire. Est-ce que dans cette salle, il y en a qui savent qu'il y a un collectif français qui a créé un équivalent de YouTube en JCI qui s'appelle flux.org, où il n'y a pas de tracking de données, personne ne sait. D'accord? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, du fait du continuum relationnel, si vous coupez Facebook, MSN, tiens, qui l'a coupé, hein, cet outil de tracking? Quels sont les pays qui les coupent, ces outils de tracking? Donc, il y a aussi toujours ce problème du toki noir ou du toki blanche. Aujourd'hui, on produit des données. Le problème, c'est qu'on n'a pas nous-mêmes les outils de contrôle sur la mémoire de nos données. D'accord? On ne peut pas s'effacer. Okay? Donc, quand on voudra s'effacer, on va acheter des services d'effaçage s'il n'y a pas de régulateur qui nous permet d'avoir une prise dessus. D'accord? Donc, c'est évitable. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés qui vous vendent du monitoring des réputations. Demain, elles vont traquer les doublons de ce que vous aurez supprimé pour reconnaître les images et supprimer les autres sites qui les auraient repris. Et puis, si vous payez le tarif, eh ben, vous aurez une super réputation électronique. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, le tracking de la réputation électronique par n'importe quelle entité qui a une identité et qui résonne en stratégie par rapport à une extériorité, c'est là où elle met en premier de l'argent sur le web. Après, on va dire, le fait de diffuser sa communication et ses informations. Donc ça, c'est un enjeu qui est décisif, mais il faut voir que dans une partie de la population, aujourd'hui, être privé du lien avec ses proches ou les autres, et même du fait d'être privé, au même titre que vous seriez privé de vêtements, d'une forme d'apparence extérieure dans une partie de cette extimité, ça serait quasiment aussi, ce serait comme si vous fermiez les fenêtres et les volets de quelqu'un. Aujourd'hui, couper quelqu'un comme ma nièce de la possibilité d'exprimer sur sa page Facebook des choses et facilement d'avoir des amis qui vont dessus, c'est exactement comme si vous l'enfermiez à clé dans une pièce physique, quoi. Je crois que là-dessus, on est tout à fait d'accord. Je pense que ce n'est pas un sujet vraiment du débat. Okay. Parce que Arsène Sirris, c'est... Je ne mets pas. C'est ça, qui encadre Arsène Sirris. Donc Arsène Sirris, on est d'accord là-dessus. Notre point de départ, c'est dialoguons pas, en règle générale, et n'occupons pas soit le côté du technophile, soit le côté du technophobe, ça c'est des conneries, ça ne nous intéresse pas. Okay. Mais en revanche, prenons nos responsabilités de citoyens. C'est-à-dire que, bon, nous disons, pour cette technologie-là, comme pour toutes les autres, c'est un pharmacone, c'est-à-dire que c'est du poison et c'est du remède.
Mais une fois qu'on a ça, c'est très bien. Mais alors, par exemple, sur le fond, j'ai parlé d'extrémité, on va en parler longtemps, parce que l'extrémité, c'est Jacques Lacan qui a construit ce concept. Donc il faudrait aller voir un peu Lacan et pas se contenter de celui qui a recyclé le concept, hein, parce que ça, c'est la petite bière. Mais, par exemple, sur adaptation. Parce que le débat qu'on a, je rebondissais, moi, nous avons rebondi sur ce que disait monsieur, et moi je disais, mais c'est quand même vraiment très très préoccupant que les puissances politiques, c'est-à-dire les partis politiques, les mouvements politiques, n'aient pas vraiment un débat au fond sur ces plans, qui sont des questions de constitution. Là, je parle de constitution au sens de la constitution de la République. S'il faut revoir aujourd'hui, peut-être, les bases de la constitution, c'est d'abord face à ces choses-là. Et je ne dis pas qu'il faut le faire sous la pression du journal Le Point ou de tel lobby, etc. Ça devrait être au cœur du débat politique. Par rapport à ça, sur cette question-là, tu as employé le mot d'adaptation. Tu as dit s'adapte, etc. Pour moi, je refuse absolument l'adaptation. Je pense que justement, dans une société où on n'arrête pas de nous dire de nous adapter, il ne faut surtout pas s'adapter. Donc, alors je ne dis pas que tu as tort dans ce que tu disais, mais je disais en tout cas que sur ce mot-là, moi je voudrais qu'on discute. Pas maintenant, on n'a pas le temps. Mais nous disons par exemple, non, c'est pas l'adaptation qui est intéressante, c'est l'adoption. C'est pas du tout la même chose. S'adapter à un milieu, c'est le subir. Adopter un milieu, c'est le modifier. Donc c'est absolument pas la même chose. Après, il y a une question de vitesse. Bon, les acteurs, ce que j'appelle maintenant les publicistes, c'est-à-dire ceux qui mettent en œuvre les technologies de publication. Facebook, c'est un publiciste, par exemple, pour moi. Ils jouent, évidemment, la capacité qu'ils ont à prendre des décisions et à dicter le calendrier. Et ils imposent à la puissance publique au sens classique de s'adapter à ce calendrier. Mais la puissance publique a la possibilité de négocier sur un calendrier. Et ça, c'est tout à fait... Moi, je fais partie des gens qui ont dit qu'il ne faut pas s'opposer bêtement au fait que Google numérise les bouquins de la Bibliothèque nationale, par exemple. Je ne dis pas qu'il faut dire oui non plus. Il ne faut pas avoir une position intégrée. Par contre, j'ai proposé que les bibliothèques publiques du monde entier s'associent ensemble, négocient ensemble, pour ensuite aller négocier avec Google. Si elles ne se mettent pas d'accord entre elles, il ne faut jamais négocier avec Google. Donc il faut pas. Google, c'est réel, donc il faut faire avec Google. Mais, alors après, voilà, ce que tu appelles le continuum relationnel, c'est extrêmement intéressant et c'est absolument fondamental. Et ça a joué en Afrique du Nord récemment, ces questions-là, un rôle absolument fondamental. Bon, nous sommes parmi les premiers, si je pense, à soutenir ce point de vue. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que les pouvoirs publics aillent dégarder tous, chacun fait notre truc, et puis nous on compte les points. Ah non, sûrement pas. Alors je suis juste pour réagir, je suis tout à fait d'accord sur l'adoption et l'adaptation. Je suis tout à fait d'accord, d'autant qu'aujourd'hui, on voit bien que même ceux qui veulent gagner des sous sur l'adaptation sont en but à l'acceptabilité de leur solution. Les gens, ok, des compteurs électriques intelligents, mais dont les résultats sont vus par celui qui gère les tarifs, c'est un peu beaucoup. Des traces omniprésentes qui nous sautent aux yeux, au guichet, parce que la personne, pour montrer son pouvoir, parce qu'elle a accès à l'information, fait une indiscrétion sur le fait que « Ah, mais vous étiez dans le métro à tel moment, parce que j'ai dit que j'ai perdu. » Non, c'est trop. Donc, même aujourd'hui, on a un truc, c'est même avec des super solutions technologiques de tracing, de réduction et tout, les gens ils en ont marre. Parce qu'à un moment, il y a un problème d'acceptabilité et on ne peut pas non plus tout forcer. Une chose qui... je pense que sur les données publiques, en effet, vraiment, l'open data, ça ne veut rien dire politiquement. Ça dépend vraiment de la manière dont on le fait. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ouvrir un débat critique, justement, sur ce qu'on met, ce qu'on ouvre comme données, quoi. Et il y a de tout. C'est-à-dire une énorme différence entre, par exemple, faire de la transparence, par exemple, sur l'utilisation des données publiques en permettant aux personnes de... Parce que le data, il n'est pas signifiant par lui-même avec les métadonnées. D'accord, il faut en quelque sorte éditorialiser. Mais ce qui est intéressant, tout comme support de débat démocratique, finalement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a d'un côté, on va dire, des projets open data, il y a eu les cartes de la criminalité, par exemple, anglaise, où en gros, c'est dans quel quartier il y a plus de meurtres, quoi. Et puis il y en a eu d'autres qui ont été plutôt démocratiques, qui étaient l'utilisation des données publiques. Puis il y en a d'autres qui sont très fonctionnels, comme aujourd'hui, c'est les données publiques de Rennes, sur le fait que les gens puissent utiliser des données
d'accessibilité, de localisation des organismes publics pour qu'il y ait beaucoup de services mobiles et des services accessibles. Mais c'est vrai que ça ne veut rien dire par soi-même et qu'aujourd'hui, il y a un problème en fait qui est, comme sur d'autres sujets, quoi, de s'asseoir et de prendre en compte l'importance de ce sujet pour en parler. Et c'est vrai qu'on est à une phase importante à ce stade, dans la mesure où, pour l'instant, il y avait les datas de ceux qui payent, donc je payais pour avoir des datas, j'ai des datas auxquelles j'ai accessible dans la tranche des membres du balotique du privé dont tu parlais. Donc moi, en tant que, par exemple, Twitter propose l'accès à énormément de data quand même, hein, mais pas la vision balotique de Twitter, la même chose pour Google, etc. Et j'ai quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande utilisation des... Alors je ne sais pas si on peut appeler ça l'utilisation, mais ces services sont quand même énormément orientés ou créés par l'observation fine des clients, des usagers ou par les initiatives des usagers. Et cette dynamique-là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a vraiment un besoin en fait, de croiser les deux, parce que d'un côté, il y a des tentations par le public en fait, d'arriver à internaliser ou instrumentaliser des pratiques du secteur privé pour être performant à bas coût, et avec il peut y avoir de la casse et du prix. D'un autre côté, le public, lui, eh bien, le privé, pardon, le secteur privé capitalistique pur devient l'espace en ligne dans lequel j'ai les rues et les places où s'expriment les gens. En gros, c'est là où je vois la parole des autres. Et entre les deux, pour moi, il y a le devoir d'expérimenter l'équivalent des places publiques dans lesquelles vous marchez dans la rue, mais dans une dimension hybride. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas seulement physiques, et qui ne soient pas seulement du public, et dans lequel moi je peux marcher sans demander la permission là, sur le trottoir. Et en ligne, aujourd'hui, dans cette dimension, ça manque. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, mais si on veut qu'il y ait de la parole, il y a bien un enjeu d'éducation, à mon avis, à la maîtrise de sa trace numérique, un enjeu de débat autour de la régulation, sans amener, moi j'ai pas la religion de la solution, mais il est vrai qu'aujourd'hui, ce serait, à mon avis, pourrait réunir, monsieur disait, tout le monde est concerné. Je suis certain que sur ce type de débat, dans les villes, on peut réunir des centaines de personnes. Sur les apéruches que fait l'association d'œuvres, par exemple, on a fait autour de l'identité numérique, il y a du monde, et toutes les générations, tout le monde s'interroge. Et en effet, je pense que ce serait vraiment pas mal de disséminer ces débats le plus largement possible. Monsieur qui avait une question. Oui, c'était un petit témoignage, une réaction par rapport à votre intervention sur les entreprises. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé des systèmes de gestion, l'informatique de gestion, qui étaient assez fermés, et dire, apporter un témoignage complémentaire sur une mutation actuellement dans les entreprises, notamment les entreprises multinationales, avec ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire l'espèce d'informatique nuage vaporeuse, et les mutations qu'on voit. Parce que c'est intéressant, moi je me suis amusé récemment à m'abonner à différentes pages Facebook de différentes entreprises, parmi lesquelles la RATP d'ailleurs. Très intéressant. Alors là, c'est une très bonne manière de voir la maturité des entreprises sur cette mutation. Et simplement pour témoigner donc ce qui se passe aujourd'hui, entre un certain nombre de ces grandes entreprises se sont rendues compte que leur système de gestion informatique rebutait les jeunes générations, la génération numérique, et sont en train de basculer. Et c'est là une stratégie de Google. Il faut rappeler que Google dispose quand même de 26 milliards de dollars de cash, donc peut peser au niveau mondial, pour proposer à ces entreprises d'héberger une partie, en tout cas à ce stade, de leur informatique, c'est-à-dire que le lieu se déplace, et de faire en sorte de créer un nouveau continuum, parce que, alors, ce qui est intéressant, donc d'abord il y avait cette espèce de contrainte où ils se rendaient compte que les jeunes n'avaient pas plaisir ou étaient bloqués, ne pouvaient pas faire évoluer les applications. Google dit, mettez vos applications chez nous et on pourra les faire évoluer. Il met en avant la sécurité en disant, nous avons un système totalement inviolable, inconnu, donc vous êtes protégés. Et cela se corrèle avec une étude, alors je ne sais plus quel est l'institut, je crois que c'est Forrester, une étude américaine, qui montre que le coût, ce qu'ils appellent le coût global informatique d'un salarié, est de 4 850 $ par tête. L'idée, la stratégie de ces entreprises, c'est de dire, mais nos salariés préfèrent travailler avec leur iPhone personnel, leur iPad, et ainsi de suite. Nous allons faire une économie considérable, et les salariés se brancheront. Donc le continuum, là aussi, est intéressant, entre privé et entreprise, se brancheront, sont dans un même, comment dire, espace
perceptif, une même perception dans un continuum entre l'entreprise et l'espace privé. Voilà, donc c'est juste pour témoigner de ces stratégies aujourd'hui qui se mettent en place, avec des moyens phénoménaux. Et dernière, ce que questionne d'ailleurs Google, c'est qu'ils sont prêts à investir dans la pédagogie pour muter le rôle des DSI, qui ne seraient plus des organisateurs de quincaillerie, comme ils disent, mais qui seraient vraiment, alors là c'est intéressant de voir si c'est des stratèges ou des tacticiens, ça serait trop rien, en tout cas de les aider à vivre cette mutation. Merci Christian. Il y a d'autres remarques. Bon, sur le cloud computing, on en avait parlé ici même il y a 3 ans, hein, sur les enjeux du cloud computing en évoquant notamment les infrastructures. Bon, d'une manière générale, en ce moment, je pense que les directions des systèmes d'information sont d'abord lâchées par les directions générales. De manière à ce que ça s'asphyxie dans leur maintenance, dans leur budget, pour que, in fine, ça permette aux directions générales de basculer, les directions fonctionnelles, les marketing, les métiers d'une manière générale, pour basculer plus facilement et de manière plus justifiable vers d'autres solutions informatiques de type cloud. Les informaticiens y sont pour beaucoup. Hein. La fameuse tour d'ivoire dans l'informatique et dans l'entreprise, c'est une vraie réalité. Hein. Demandez quelque chose, vous l'aurez dans 6 mois, 1 an, et quand vous avez un interlocuteur qui vous dit « moi ça marche déjà, il suffit d'utiliser votre appareil grand public », puisque innovation came from the consumer market, hein, c'est le mot d'ordre de Google et Eric Schmidt. Donc, et par ailleurs, les entreprises sont elles-mêmes confrontées, surtout les DRH, j'ai l'occasion d'en parler ici même, à une démotivation importante de la part notamment des digital natives qui arrivent dans l'informatique avec une entreprise qui est, pour eux, à bien des égards, une informatique qui n'est plus relationnelle. Parce qu'eux n'ont jamais connu l'informatique de gestion. Si ce n'est sur leur poste de travail à domicile pour faire un petit peu de bureautique, mais même la bureautique aujourd'hui avec Google Doc, elle est déjà relationnelle, puisque le document n'est même plus sur votre ordinateur. Donc les digital natives sont aussi des gens qui ont été baignés et éduqués dans l'informatique relationnelle. L'informatique de gestion des entreprises leur apparaît à bien des égards ce qu'elle est, d'une certaine manière, c'est-à-dire prolétarisante, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun plaisir à travailler. Et ça, c'est pas simplement un problème informatique ou d'outils informatiques, c'est un problème de motivation. C'est pour ça que les directeurs des ressources humaines essayent de s'approprier ce sujet. Il y a 2 ou 3 remarques. Alors, vous parlez comme solution, donc on a vu dans votre conférence une forte opposition entre effectivement l'action des pouvoirs publics qui serait orientée vers véritablement la création d'un espace hybride qui mettrait fin à la vieille opposition du virtuel et du réel, et du privé qui simplement s'en servirait uniquement pour son profit. Et vous dites, effectivement, votre think tank, votre association, part du principe qu'il ne faut pas diaboliser Internet. D'accord. Mais les pouvoirs publics, le problème, c'est qu'ils le diabolisent. Parce que, vous voyez, la loi LOPSI 1 était passée, la loi LOPSI 2 est passée, et on croyait que la LCEN, la loi de contrôle de l'économie numérique, ne passerait pas. Elle a été publiée il y a environ 2 semaines. Moi, ça fait 6 mois que je suis avec des amis électroniciens, avec ce jeune homme qui est psychologue. On est en train d'essayer de faire quelque chose qui cadre totalement avec vos théories. Le problème, il y en a 2. C'est premièrement que pour 5000 utilisateurs, donc la nécessité de base de données, elle était évaluée à environ 1 gigaoctet pour 5000 utilisateurs et exponentielle. C'est-à-dire que plus on en aurait, plus il faudrait de données, puisque même si c'était un service qui se voulait sans messagerie interne, sans liste de contacts, il y aurait quand même prise en compte justement du continuum relationnel, comme vous dites. Bon, le problème, c'est que cette loi, la trace numérique des gens, elle doit être conservée pendant 1 an sur la moindre modification de contenu, c'est-à-dire la moindre de ses actions, et accessible non pas sur demande d'un juge, mais sur demande du moindre agent de police ou de gendarmerie. Donc le problème de la trace numérique, il ne se pose pas seulement vis-à-vis des entreprises privées qui utiliseraient l'information pour leur profit, il se pose vis-à-vis de la constitution d'une véritable base de données qui sert dans un pays démocratique, dont on peut au moins espérer qu'elle sera utilisée, disons, sagement, mais les bases de données survivent, là aussi, même dans le pouvoir public.
toutes les traces des utilisateurs sur notre réseau qui ne pourraient pas être anonymes puisqu'ils organiseraient des rencontres réelles. Toutes les traces utilisateurs doivent être conservées jusqu'à 1 an après la suppression du compte, non pas 1 an après l'action faite. Les gens ne suppriment jamais leur compte. Vous voyez où se situe le problème, c'est-à-dire la conservation des données, elle ne pose pas seulement un problème vis-à-vis du privé, elle pose un problème vis-à-vis du public. Et de deux, les nécessités matérielles pour des gens qui ont envie de prendre l'initiative d'une véritable transindividuation qui soit formalisée d'une manière qui soit vers le progrès, non pas vers le voyeurisme, qui ne tire pas à profit des plus bas instincts, mais qui essaie de faire quelque chose d'intelligent. Le problème, c'est que les nécessités matérielles, en une loi, elles ont cru d'une manière incroyable. Merci beaucoup de cette intervention qui est très, très utile, extrêmement pertinente. Et je vous en remercie beaucoup. On est bien entendu d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de débat public, ce que je regrettais dans le monde politique, c'est aussi parce qu'on veut éviter ces questions-là. Donc je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir soulevé ces questions. Moi, je pense que en même temps, je dirais qu'il y a une liaison fonctionnelle entre le fait de déléguer à la puissance privée, si je fais à l'initiative privée un certain nombre de fonctions régaliennes ou d'obligations qui jusqu'alors ont été considérées comme relevant de la puissance publique, et ce que vous dites. Vous, d'ailleurs, c'est pas du tout rien ce que je dis, vous savez bien. En gros, on garde que les flics et l'armée, le reste. Et pour pouvoir laisser l'initiative privée développer son travail tranquille. C'est un tout petit peu caricatural de présenter les choses comme ça, mais bon. Et ça, c'est un sujet qui effraie la sphère politique. Merci beaucoup de l'avoir soulevé, parce que ça fait évidemment partie de ce sujet-là, et je pense que de toute façon, nous y reviendrons. J'espère que je me permets de vous inviter, si ce n'est pas déjà le cas, à participer aux réunions du groupe technologie relationnelle, parce que ce serait très utile que vous développez ça. Et juste une remarque, j'en profite, comme j'interviens à titre personnel et pas professionnel, une question très prosaïque. C'est très compliqué de mettre pour la plupart des collectivités ont peur de mettre des hotspots Wi-Fi depuis la loi antiterroriste. Sarko, il y a déjà un bout de temps justement qui oblige à la conservation de log, engage à la responsabilité de la collectivité, mais quand je vais au McDo, je le connecte. C'est gratuit et ça marche. Et d'ailleurs, au Japon. Donc c'est juste un exemple, mais au Japon, c'est voilà. un Wi-Fi de la Foxtrot qui servait au moyen de communication, c'était pas la puissance publique, là, en l'occurrence, c'était tout le monde savait jouer autour du magasin parce que c'était le lieu où il y avait du Wi-Fi gratuit. Encore une fois, pour des raisons législatives, mais par la manière, on sait qu'en France, depuis un certain nombre d'années, la puissance publique ventriloque les intérêts de certains industriels qui ont des rangs de situation qui sont mis en danger par précisément l'informatique relationnelle et des technologies relationnelles et le milieu associé qui n'est plus un milieu dissocié. Donc, chacun fait son business en produisant et vous consommez et taisez-vous. Donc c'est le champ du signe, mais on l'entend, et ça j'aime, je suis d'accord avec vous. Oui, bonsoir, mon nom est Sophie Huet. Après avoir travaillé longtemps dans la finance, je travaille maintenant sur les monnaies sociales et complémentaires. Et c'est sur ce thème-là que je voudrais intervenir assez rapidement. La monnaie, étymologiquement, monéo, je signale, est proche du signal. En anglais, currency, c'est un courant, donc on est vraiment au cœur de tout ce que vous avez soulevé. Et c'est important de parler de la monnaie, puisqu'aujourd'hui le monde entier est monétarisé. Au nord comme au sud, pour vivre, on a besoin d'utiliser cette monnaie, et encore plus depuis le microcrédit. Et je crois que la monnaie cristallise un petit peu les approches stratégie versus tactique que vous avez développées. Pour certains, la richesse doit être soumise à la capacité des acteurs à utiliser au maximum les crédits bancaires. Donc la richesse est subordonnée quelque part au ratio qui réglemente les banques. Pour d'autres, et notamment pour les monnaies sociales et complémentaires, on pense que la richesse, elle est plutôt créée de façon tactique. C'est-à-dire que chacun pourrait signaler, grammatiser, pour reprendre votre vocabulaire, ses propres richesses dans des véhicules de signes qu'il inventerait. Donc là-dessus se pose la question effectivement des pouvoirs publics.
Et Hugo Bain dit aller dans le sens d'un certain lâcher-prise pour favoriser l'émergence de services locaux. Donc comment est-ce que les pouvoirs publics pourraient tout d'abord avoir conscience que les richesses peuvent être créées autrement et les aider. Donc c'est tout simplement déjà en laissant les expérimentations se faire, mais c'est aussi à les rendre plus lisibles et notamment de passer des flux à des indicateurs, de trouver des percolations et de nouveaux systèmes de lecture vers des indicateurs et des impacts sociétaux de façon agrégeable. Donc c'est tout le débat sur les nouveaux indicateurs de richesse. De façon, pardon ? Le débat sur les nouveaux indicateurs de richesse. De façon agrégeable. Et puis dernier point, sur le continuum relationnel entre les différents signes, comment est-ce que finalement un acteur qui a dans son portefeuille des euros, par exemple, des abeilles, nouvelle monnaie du sud de la France, un chèque déjeuner, des traces de covoiturage, des traces de baisse de consommation d'énergie, des miles, comment est-ce qu'il fait? Est-ce que ça améliore sa vie? Et bien là, je voulais faire deux remarques. C'est tout d'abord, c'est la différence entre tribu et société. C'est qu'il y a certains signes qui sont plutôt du domaine de la tribu, de l'appartenance des goûts, à un certain nombre de valeurs. Et de l'autre côté, il y a des signes qui sont plutôt de l'appartenance à une société. Et Godelier a dit ce qui fait passer de la tribu à la société, c'est la solidarité. Et aujourd'hui, des traces virtuelles peuvent tout à fait donner lieu à des nouvelles formes de solidarité. Parce que si on commence à valoriser des traces de comportements vertueux, notamment par rapport au changement climatique, et bien à ce moment-là, on voit qu'on exprime une solidarité sur le bien commun. Et puis le deuxième aspect, c'est la différence entre réel et virtuel. À Autran, j'ai eu l'occasion de discuter ça avec des spécialistes, ce que je ne suis pas, du sujet. Et en fait, le réel, ce serait plutôt, en regardant l'étymologie des mots, le réel, c'est plutôt le produit du passé, et le virtuel, c'est le potentiel en devenir. Donc en fait, on voit bien que la monnaie aujourd'hui est à la croisée de beaucoup de chemins, comme technologie relationnelle pour la transition de société que l'on a à faire dans de nombreux domaines, non seulement l'intergénérationnel, mais aussi l'écologie, etc. C'est riche, et merci beaucoup, très intéressant. Plein de choses intéressantes, ce que vous dites, notamment les circulations, les correspondances entre les miles, les euros et toutes ces... Chaque fois, c'est une économie qui est derrière. Une forme d'économie, une forme d'économie classique, capitaliste, contributive. C'est un point très important sur lequel je n'ai pas de réponse en particulier, mais je m'en souviendrai parce que ça m'a été... ça a fait un flash, vous entendez. Donc merci. Par ailleurs, quand vous releviez la remarque de Hugo Bain, qui était du niveau des politiques publiques, notamment de lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire, au sens où l'évoquait tout à l'heure Bernard Stiegler, avant, je lâche prise. Lâche prise, c'est un petit peu plus subtil, c'est intervenir, mais sans imposer une solution parce qu'on pense que l'administration ou la puissance publique territoriale a eu la bonne idée et va essayer de pousser comme ça son projet dans une logique qui relève, dans la distinction que j'ai faite tout à l'heure, de la stratégie. J'ai pensé quelque chose et je vais le dérouler. Alors que les habitants vont finalement avoir des tactiques. Il y a des lieux encore où la puissance publique s'exprime, où les habitants, ce sont ceux qui sont emmerdants. Ils nous emmerdent, ils nous empêchent d'avancer. Cet état d'esprit, parfois, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'entre je fais rien et je lâche, il n'y a pas un juste milieu. Ce juste milieu, c'est celui que j'ai souligné en parlant de conditions de possibilité. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans l'économie du logiciel libre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le logiciel, j'ai pas eu le temps de le développer, mais ce qui s'est passé, c'est que le mouvement autour du logiciel libre, qui, dans la distinction que j'ai faite, se mettait plutôt du côté des tactiques, les bidouilleurs, les développeurs amateurs, etc. Mais il se trouve qu'ils ont trouvé un lieu propre, qui en fait n'est pas un lieu, qui est Internet. Un lieu au sens physique traditionnel. Et qui est un lieu associé avec toutes les caractéristiques, c'est-à-dire que ce nouveau milieu technologique qui est le web a permis à ces formes d'auto-organisation de se gérer et de commencer à se constituer.
C'est ce qui fait que le logiciel libre est pour nous la manifestation, c'est-à-dire la réalité, d'une économie de la contribution que nous prenons la plupart du temps comme paradigme en disant essayons de reproduire ce qui s'est passé dans l'économie du logiciel libre, qui est une économie de la contribution, dans d'autres domaines, l'infrastructure, la distribution de l'énergie électrique, de nouvelles solutions énergétiques, enfin, la banque, la finance, voilà. Essayons de reproduire comme on dit, ce code source, essayons de voir, de le retremper dans d'autres milieux, dans d'autres environnements. Le problème est que quand on regarde l'économie qui s'est constituée autour du logiciel libre, qui donc était une démarche qui était proche des tactiques, c'est-à-dire qui ne mettait pas en réserve, de manière centralisée, a quand même réussi à avoir de la mémoire, c'est-à-dire à stocker quelque part, mais pas de manière centralisée, de manière distribuée, en adoptant l'architecture distribuée du web. C'est comme ça quand même qu'ils ont réussi à trouver un compromis entre le fait que c'est une démarche qui relève de tactique, qui n'a pas de lieu propre, mais qui s'est trouvé une multiplicité de lieux reliés entre eux, et qui fait quand même qu'une mémoire, quelque chose peut-être enregistré, on peut y revenir, et c'est là-dessus que ça a émergé, hein, le noyau, les forks, les systèmes de publication de code, de participation contributive, etc., sont très très avancés. Hein, notamment quand on évoque des outils de dialogue et de contribution dans le monde du logiciel libre et du développement logiciel, il y a des outils qui ont une certaine maturité, très forte, GitHub, etc., enfin, tous ces logiciels de gestion de code source ont des fonctions collaboratives aujourd'hui. Et si je ne suis pas d'accord, je prends le code, je le développe dans... Donc il y a toute une logique qui est instrumentalisée et qui fonctionne. Le fait est que, quand on regarde de près, il se passe un peu ce qui s'est passé en Grèce au début de l'apparition de l'écriture, qu'évoque en ce moment Bernard Stiegler, notamment dans le cours qu'il fait à Fleury. Vas-y, rappelle-moi. Épinal. Il y a beaucoup de connexions d'ailleurs en ligne, je pense qu'il y a plusieurs milliers de connexions, qui est vraiment passionnant. Quand l'écriture est apparue en Grèce, au début, très rapidement, on a eu de manière corrélée des gouvernements qui étaient des tyrannies. Les tyrannies à l'époque, ça n'avait pas encore eu la connotation ça aujourd'hui, même si ça allait très tôt en Grèce classique. Mais le tyran, ça pouvait être quelqu'un d'éclairé et qui sortait son peuple, et parfois, même à Athènes, qui n'appelle le tyran, mais Solon, le peuple est allé le voir pour lui demander de jouer le rôle de tyran, pour se sortir d'une situation de la stasis, de la guerre civile, de tous contre chacun. Enfin, il fallait s'en sortir par le haut et donc s'en remettre à un mode providentiel. Ça a souvent été le cas dans les projets logiciels open source, qu'on présente comme des économies de la contribution, mais quand on regarde et qu'on soulève le trapeau, c'est quand même des tyrans, des gens avec un charisme très fort, qui conduisent des communautés. Oui, la liberté de parole, mais c'est aussi la liberté de se faire jeter. Donc c'est pas une démocratie au sens participative. Bon, voilà. Mais aussi, ça évolue, hein, les pratiques évoluent. Donc voilà, c'était pour faire la remarque par rapport à la puissance publique, le laisser faire, c'est-à-dire recréer les conditions de possibilités qui ont été observées dans différents milieux comme le logiciel source, comme le logiciel libre, et en proposant ces conditions de possibilité, cet environnement, voir comment l'émergence, en ce moment l'enjeu c'est des phénomènes d'auto-organisation. Je disais récemment le bouquin d'Henri Atlan sur le post-génétique, enfin tout ça, qui lui assimile finalement l'ADN à des données. C'est plus un programme, il assimile clairement à des données qui sont transmises de génération en génération et qui ne prédisent absolument pas tout ce qui va se passer dans le développement, mais qui vont s'agencer dans un milieu avec des logiques, des dynamiques d'auto-organisation. Donc là, la puissance publique pourrait donner les données, pour faire la métaphore, et s'assurer qu'il y ait des phénomènes d'auto-organisation qui émergent, essayer de les suivre et de travailler avec eux. Et c'est pas évident quand on a en face des gens qui ont des responsabilités, que ce soit dans le privé des entreprises ou au niveau de la fonction publique, cette capacité de formuler Hugo en disant lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner, c'est-à-dire gérer d'une manière tout à fait différente, qui n'est pas au sens du contrôle, mais c'est de permettre l'épanouissement. Juste pour
alors je parle pas au nom des territoires publics, je parle au nom de moi-même, mais je regarde un petit peu ce qui se passe. D'abord, une chose qui m'a... Tout à l'heure, j'avoue, ça m'a heurté quand Christian Fauré traçait les deux figures de la stratégie et de la tactique, et j'ai compris qu'en fait, c'était pour réfléchir sur le milieu, justement, la combinaison des dieux. Donc je me suis calmé des deux, parce qu'en fait, par exemple, une chose qui est super importante, c'est justement la mémoire, la réplicabilité, la rebidouillabilité des solutions, la remontée vers les autres contributeurs, et par exemple, quand on fait un mur d'expression sur place publique, qui permet non pas de s'adresser au 1 pour 1000 qui utilise Twitter, mais à n'importe qui peut envoyer des SMS sur un support collectif dans un espace public. On code avec nos petites mains, on met sur GitHub, et surtout on le montre à des tas de gens qui peuvent le faire et le rebidouiller. Et on l'assume, qui est le logo de la ville sur un truc bidouillé sur GitHub, améliorable. Il y a de la mémoire dans l'open process. Il y a de la mise en relation dans l'open process, qu'on appelle l'open process avec le hic en tout cas. C'est on fait du prototype démo hors taille, qui est du prototype sur lequel il doit y avoir une règle, c'est que ça doit pouvoir se remodifier, se transposer, et donc il y a évidemment une perte de contrôle. Mais quand on l'utilise, on agit. Donc ça veut dire qu'on ne renonce pas à l'action. Et par ailleurs, c'est très très important de comprendre ça. Sans la stratégie, il n'y a presque plus de territoire, d'accord ? Donc, ce qui est aujourd'hui critique pour moi, c'est de voir qu'il y a très peu de tactique. Voilà. Donc la stratégie, elle est là, elle est légitime, etc. Mais la tactique, elle, agile, elle n'est pas là. Quand elle est là, par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts, comme c'est des gens comme Loïc, des gens comme il y en a un peu partout en France, qui essayent de dire, essayons aussi de faire des boucles courtes, itératives, dans lesquelles les gens peuvent détourner, montrer, faire, refaire, etc. Il faut absolument pour ça le bloquer, le prendre en photo, verser le code source, parler dans la langue, entre guillemets, qui permet au projet d'être réplicable, modifiable, détournable, etc. Sinon, on peut faire des tas de choses, mais ce n'est pas dans le même registre que celui de la propagation, du détournement, de l'innovation et de l'émergence de ce qui va sortir. Donc là, il y a une marge de progression, à mon avis, qui est importante, mais elle n'est pas du tout antithétique avec le fait d'avoir le fondement stratégique. C'est comme si on disait, c'est pas légitime de... Je veux dire, quand on construit une place physique, on ne va pas imposer on marchera jamais habillé comme ça de tel côté de la place, etc. On la conçoit aussi pour que les gens puissent se l'approprier, la détourner, faire des choses avec. Ça va être la même chose dans les plateformes d'usage. La ruche, le réseau social, monté par l'association Bug à Rennes, aurait pu être édité par la collectivité. S'il avait été édité par la collectivité, jamais la collectivité n'aurait pu assumer une plateforme de réseau social à but non lucratif où il faut modérer les contenus ou ne pas modérer les contenus a priori, alors que le maire est responsable au pénal si c'est édité par une collectivité, mais sinon elle l'aurait délégué au privé et qu'elle garantisse sur les données personnelles. Et il faut aussi une culture d'association qui fasse que n'importe quel collectif puisse proposer des nouvelles fonctionnalités sur la ruche dans un jeu qui n'est pas celui de l'institution pure et ni celui du privé pur, en recherchant et en regardant si ça marche. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de projet qui n'empêche pas que c'est pas parce que, par exemple, vous mettez à disposition des jeux de données publiques non personnelles à Rennes et que des assos, des collectivités ou des assos puissent créer des applications, ça veut dire que vous arrêtez de faire des services en ligne. Ça veut dire que vous renoncez à avoir un site web parce que vous allez verser vos fils RSS, vos informations, des photos, des sons vidéo. Après, la question que ça pose, c'est celle, politiquement, par exemple, des biens communs. À Brest, ça a été des pionniers. Ils ont raisonné pas en termes d'institutions publiques ou privées, ils ont raisonné par exemple en termes de biens communs informationnels qui permettaient d'avoir des liens sociaux sur le territoire brestois. Ça veut dire que ce que mettent les habitants, eh ben, les bibliothèques, la collectivité ou des groupes d'habitants ou des assos ou etc. doivent avoir des plateformes avec des boucles locales où on se rencontre, d'accord, de publication et de rencontres locales. Donc on ne fait pas de préférence sur Flickr, sur YouTube ou autre, et on va subventionner des plateformes intermédiaires. Ça, pour moi, par exemple, c'est des choses dont on ne voit pas l'intérêt avant de s'intéresser aux relations hyperlocales entre les gens, et qui relèvent, non pas de dire à Brest on arrête notre site internet, si Brest a un site internet, des démarches administratives, mais il y a un encouragement de l'écosystème, comme nous sur Open Data, la ruche, Wikirem ou autre. Donc ce positionnement-là, à mon avis, il est juste le début, en fait, du début du débat à avoir. Merci. Denis Pensu. Dans le oui, sur le prototypage rapide, ce que tu mentionnais là, je crois que c'est important. Enfin,
on peut peut-être appeler ça du braconnage, je suppose, de façon à ce qu'ensuite le citoyen puisse s'impliquer peut-être dans des stratégies. Enfin, est-ce que c'est une porte d'entrée justement à penser la stratégie, puisque d'une certaine façon on pourrait considérer que l'élu stratège aujourd'hui méprise le citoyen braconnier. Et moi, ce qui m'a surpris dans des expériences, sur des expériences de démocratie locale, où on expérimentait avec, par exemple, un conseil général, comment rendre plus visible le processus d'une parole citoyenne, après avoir constitué un panel, l'institution faisait s'exprimer les citoyens, mais après les citoyens ne savaient plus du tout ce qui se passait de cette expression. Et en travaillant sur cette mise en visibilité, en utilisant des outils du web pour cela, après on avait le constat que on nous renvoyait le fait que c'était inédit, que ça n'avait jamais été fait, alors que finalement sur un plan technique c'était d'une simplicité absolument enfantine, et finalement cette réaction qui était de dire tiens c'est une innovation, je trouvais là que c'était quand même un constat assez effrayant de la pauvreté en effet des responsables, des élus locaux et des responsables de collectivités locales qui étaient totalement démunis par face à l'enjeu qu'ils avaient aujourd'hui de défendre, enfin de rendre plus crédible leur institution vis-à-vis des citoyens. Et donc, dans cette dimension prototypage, dans ce cas, est aujourd'hui une façon, d'autres l'appellent du design de service, est une façon aussi de réinvestir l'espace public. Juste pour terminer, heureusement qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent. Généralement, les générations ne sont pas que des sources de conflit, parfois ça permet de... On a jusqu'à 17h. Ah oui, d'accord. Ça permet d'avoir des nouvelles initiatives. Et Ghana, il faut rien espérer d'eux, là, c'est fini, il faut attendre que ça passe. Pareil, avec l'organisation. Dernière remarque, peut-être, oui. Là-dessus, s'il n'y a pas d'autres questions. Avant tout, je tiens à vous remercier. Et en vous écoutant, ça révèle une certaine inculture de ma part. Je me sens un peu archaïque et dépassé. Et par contre, là, je fais plutôt part, je parlerai plutôt au niveau, parce que je vois la raison régner. Et j'aimerais ne pas parler que de la logique de la raison, mais plutôt aussi peut-être un peu de l'affectif, et cette logique de l'affectif. Donc revenir peut-être un peu plus sur le vivant. Et donc j'ai toujours un peu peur qu'un objet, aussi bien que le web, est aussi présent et envahit ma vie. Et en fin de compte, j'ai toujours peur de ces métamorphoses, parce qu'on a parlé d'organisation, d'une certaine extériorité, mais on n'a pas parlé aussi des actions que cette nouvelle organisation a sur nous. Et moi, j'ai des petits soucis par rapport à cette nouvelle technologie, parce qu'on parle en microsecondes. C'est pas quelque chose qui m'est facilement accessible, alors que moi, je m'inscris plutôt dans la durée. Et c'est seulement dans la durée que je me sens acteur. Donc, dans cette nouvelle temporalité, je me sens un peu démuni. Et donc, dans cet espace, est-ce que le danger, dans cet espace de clic, n'est pas un glissement du qualitatif à un quantitatif, ou d'un mode de vie qui est une forme d'action, à une vie des modes qui nous transforme en quanta? Et moi, je vous avoue que le quanta, ça ne me parle pas. C'est normal que ça ne me parle pas, d'ailleurs, parce que la mécanique quantique, c'est justement une mécanique qui, en dessous des seuils de perception, des raisons physiques, parce qu'ils sont en dessous des fréquences de la lumière, notamment. Mais non, merci beaucoup de cette intervention. Hugo Van disait à côté de moi, oui, la fête, c'est très important.
ces questions que vous avez évoquées là très vite, tout à fait à la fin, on n'a plus vraiment le temps de vous répondre parce qu'il faut qu'on ait bien la salle maintenant, mais on ne les ignore pas du tout. En revanche, bon, moi quand j'ai essayé tout à fait à la fin de dire problème de vitesse, c'est-à-dire les initiatives que prennent dans la vitesse ce que j'appelle les pharmaciens, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les molécules des pharmacas numériques, ça pose un très très bon problème de comment on fait de la thérapeutique avec ça. Je crois que vous connaissez très bien Arsène Spélis, vous en êtes membre depuis l'origine, donc vous savez bien que nous raisonnons ici pharmacone, thérapeutique, quoi. Donc, maintenant, le numérique, vous avez parlé de clics, etc. Bon, moi je clique énormément, je travaille quasiment qu'avec du numérique. Depuis très longtemps, j'ai acheté mon premier micro-ordinateur en 1984 et je me suis toujours branché sur tout, sauf sur Facebook. Et j'ai l'impression que je ne lâche pas du tout comme un poisson dans l'eau là-dedans, parce que je suis comme vous, j'ai l'impression que ça n'arrête pas de me dépasser, mais en même temps c'est mon milieu, et c'est aussi le vôtre d'ailleurs. Alors ce milieu, c'est un milieu qui est parfois extrêmement pollué. Donc c'est un milieu où on peut se sentir extrêmement mal, ça m'arrive souvent. Je souffre beaucoup plus, moi, de ce de la radio dans les restaurants que de l'Internet, ou de la télévision. Par exemple, ce matin, j'ai dû prendre un petit déjeuner dans un restaurant, je n'ai pas pu échapper à l'écran plasma de 2 mètres carrés. Il n'y a rien à faire. Et ça me plaît beaucoup plus que les clics, parce que les clics, c'est moi qui les fais. Donc, on ne les impose pas. Vous avez raison, hein, parce qu'on les impose aussi, mais bon, peut-être pas très bien bon. Mais vous avez raison. Mais c'est de l'écriture, tout ça. Donc ça demande à apprendre à écrire, et voilà, ça se suppose l'apprentissage. Ces apprentissages ne sont pas seulement individuels, ils doivent être collectifs. Ça, c'est absolument capital, et ça, on ne le prend pas du tout en charge. Et je pense que c'est une des grandes questions. Après, ce que vous dites aussi, c'est lié à... Bon, moi, comme je disais tout à l'heure, les data, c'est pas simplement d'information, parce que les processus de traitement automatisés, ça permet la prolétarisation intrinsèque. Par exemple, quand on apprend à lire et qu'on est dans l'écriture au sens classique, dans l'écriture et dans la lecture, on doit avoir fait certains apprentissages par soi-même, en dehors desquels il n'est pas possible d'entrer dans ce circuit-là. Avec le numérique, c'est pas forcément vrai. Donc vous avez tout à fait raison, ça pose des problèmes tout à fait nouveaux de court-circuit, etc. Mais voilà, ça n'est pas le milieu en tant que tel qui est pollué. D'abord, c'est notre incurie, nos incuries qui font que ce milieu se pollue, je crois. Parce que dans ce monde de clics, je cherche l'objet transitionnel que je n'arrive pas à trouver. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé dedans. On va aller jouer ensemble. On est obligé d'arrêter. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup à Yves. Je vous annonce